Au moment où je me suis garé dans l'allée de mon père à 18h43, tous les SUV de luxe de Davison Ridge étaient déjà alignés devant sa maison, comme une promotion de concessionnaire pour la crise de la quarantaine. Des escalades noires, des Range Rover blancs, et une Bentley argentée, qui appartenait à Richard et Nancy Colton, les voisins 3 maisons plus loin. Mon père adorait inviter des gens plus riches que lui, pour pouvoir passer la soirée entière à faire semblant d'appartenir à leur monde. J'ai coupé le moteur, et je suis resté assise là une seconde. La chaîne en titane, qui reposait contre ma clavicule, semblait plus lourde que d'habitude sous mon uniforme de classe A. Pas inconfortable, mais familière, le genre de poids qui me rappelait exactement qui j'étais, avant de marcher dans une pièce remplie de gens bien décidés à l'oublier. À l'intérieur de la maison, l'odeur de l'ail rôti et du beurre m'a frappé immédiatement. Quelqu'un riait trop fort près de la salle à manger. Frank Sinatra jouait doucement, à travers des haut-parleurs dissimulés dans le plafond, parce que les riches retraités, apparemment, sont tous morts émotionnellement en 1964. Mon père m'a repéré avant même que j'atteigne l'arcade. La voilà, a annoncé Richard d'une voix forte, en étant déjà à la moitié de son deuxième verre de Cabernet. Captain America en personne. Quelques personnes ont gloussé. J'ai esquissé un sourire poli. Contente de te voir aussi, papa. Il a embrassé l'air près de ma joue, sans me toucher réellement. C'était sa version de l'affection. La salle à manger ressemblait à une double page de magazine. Des bougies blanches, des serviettes en lin importées, et des verres en cristal, qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Julien se tenait près de la cheminée, portant un blazer en cachemire bleu marine, et l'expression d'un homme qui s'entraîne à sourire devant les miroirs. Mon frère m'a serré dans ses bras avec un seul bras. « Tu as réussi à venir », a-t-il dit. J'étais honnêtement choqué. La circulation sur l'I-77 avançait plus vite que ta dernière start-up, ai-je répondu. Quelques invités ont ri dans leur verre de vin. Julien a souri, sans montrer les dents. Toujours le mot pour rire. Sa femme s'est approchée, portant une planche de charcuterie, comme si elle présentait des preuves lors d'un procès. Des extensions blondes, un bracelet en diamant, et l'expression permanente de quelqu'un qui se sent offensé par les employés de commerce. « Oh mon Dieu », a-t-elle dit, en fixant mon uniforme. « Tu as vraiment mis ça. » J'ai baissé les yeux sur moi-même. C'est généralement comme ça que fonctionnent les uniformes. Elle a cligné des yeux une fois, se demandant si j'étais stupide ou si je l'insultais. C'était toujours amusant, de la regarder traiter les interactions humaines basiques. Le dîner a commencé 10 minutes plus tard. Mon père était assis en bout de table, comme un roi qui aurait conquis le secteur bancaire de la banlieue. Il aimait le public, plus encore que l'oxygène. Chaque histoire devenait plus bruyante après le deuxième verre. Julien était l'attraction principale de la soirée. Richard n'arrêtait pas de se vanter de l'entreprise de son fils, entre deux bouchées de poulet au romarin. La technologie de rupture, a-t-il dit au Colton. C'est là que se trouve l'argent, maintenant. Julien hocha la tête d'un air sérieux, comme s'il discutait de sécurité nationale, au lieu d'une application qui aidait les riches à louer des simulateurs de golf privés à l'heure. Les investisseurs tournent autour, a-t-il affirmé. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. La dernière chose que j'avais entendue au sujet de son entreprise, c'était une histoire de prestataires impayés, et d'un propriétaire menaçant d'entamer des poursuites judiciaires, pour 38 000 € de loyer en retard. Mais la confiance en soi était, en gros, la religion de la famille. La réalité, elle, était facultative. Je suis restée silencieuse pendant presque tout le dîner. Les années passées dans le renseignement militaire vous apprennent quelque chose d'utile sur le silence. Les gens se révèlent, quand ils pensent que vous ne rivalisez pas pour prendre la parole. À 19h58, mon père s'est adossé à sa chaise, et a levé son verre de vin. Je dirai une chose, a-t-il annoncé. Julien a le sens de la présentation. C'était parti. Les yeux de Richard ont glissé vers moi. Le succès a une certaine allure. La table est devenue assez silencieuse, pour que le bruit des couverts s'arrête. Son verre de vin s'est incliné vers ma poitrine, puis il a ricané. Et il y a, quel que soit le nom de ce truc. J'ai baissé les yeux vers le collier en titane, qui reposait sur le col de mon uniforme. Chloé a ri immédiatement. « Oh mon Dieu, merci », a-t-elle dit. Je pensais être la seule à l'avoir remarqué. Richard a secoué la tête d'un air dramatique. Tu te pointes à un magnifique dîner, avec des rubans militaires,
et un putain de collier de chien. Il a regardé autour de la table pour chercher du soutien. Je veux dire, honnêtement, Eleanor, tu ne pourrais pas porter des bijoux normaux, pour une fois. Quelques sourires gênés sont apparus dans la pièce. J'ai pris une gorgée d'eau. C'est important, ai-je dit calmement. Et tu as acheté ça à qui? A demandé Richard. À un soudeur? D'autres rirent. Julien souriait en coin, dans son vin. Mon père l'a pointé du doigt à nouveau. Tu sais à quoi ça ressemble? À de la ferraille bon marché, trouvée sur une aire d'autoroute. 3 commentaires plus longs, puis les pics confusés. Ça gâche toute l'esthétique. Elle était là. Cette petite piqûre familière, que les gens font semblant d'ignorer après l'enfance. Pas vraiment de la douleur, plutôt comme le fait d'entendre une vieille chanson que l'on n'aime plus depuis des années. J'ai posé ma fourchette avec soin. Je n'avais pas réalisé que mon coût affectait la valeur immobilière. L'un des voisins a pouffé de rire dans son verre. Richard a levé les yeux au ciel. Avec toi, tout devient une blague. Non, ai-je répondu, généralement, ce sont juste les dîners de famille. Julien a baissé les yeux, pour cacher un sourire. Chloé n'a pas pris la peine de cacher le sien. Elle a tendu la main vers son verre de vin, tout en continuant à me fixer. Et puis, soudainement. Oh mon Dieu! Du cabernet éclaboussa directement le col de mon uniforme, en une vague rouge sombre. Un verre entier. La pièce a halté. Chloé a attrapé des serviettes de table, de façon théâtrale. Je suis tellement désolé. Ça a totalement glissé. Ce n'était pas le cas. J'avais passé assez d'années à côtoyer des menteurs, pour reconnaître une scène répétée. Le vin rouge goûtait lentement sur la couture avant de ma veste. Mon père a soupiré, comme si j'étais d'une manière ou d'une autre responsable de la gravité. Pour l'amour de Dieu, a-t-il marmonné. Je me suis levé lentement. Personne n'a bougé. Personne ne s'est excusé, à part la femme qui l'avait causé, et même elle souriait dans les coins. J'ai déboutonné le haut de ma veste avec calme. Excusez-moi, ai-je dit. La salle d'eau se trouvait à mi-chemin dans le couloir, à côté de l'escalier. Des plans de travail en marbre, des robinets en or, et des serviettes que personne n'avait le droit d'utiliser. J'ai refermé la porte à moitié derrière moi, et j'ai regardé mon reflet. La tache de vin s'étalait sur mon col, comme de la peinture fraîche. J'ai levé les bras, et j'ai détaché le collier en titane avec soin. La lourde chaîne s'est déposée dans ma paume, avec un poids métallique solide. Ensuite, je l'ai placé sur le bord du lavabo en marbre, à côté du robinet, juste pour 1 minute. L'eau coulait du robinet, pendant que j'attrapais une petite serviette et que je commençais à éponger la tâche. Depuis le couloir à l'extérieur, je pouvais encore entendre mon père parler, je pouvais encore entendre des rires, je pouvais encore entendre Julien charmer des investisseurs, qui ignoraient que son entreprise perdait de l'argent en coulisses. J'ai laissé la porte de la salle d'eau entr'ouverte, pendant que je nettoyais l'uniforme. Ce fut leur erreur fatale, pas la mienne. Avez-vous déjà été assis silencieusement à une table, pendant que votre propre famille vous traitait comme la personne la moins importante de la pièce, simplement parce que vous ne correspondiez pas à leur vision du succès? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez un jour compris que le véritable pouvoir a généralement l'air ennuyeux, jusqu'au moment où il devient crucial, abonnez-vous à la chaîne. Le bruit de l'eau courante s'est estompé derrière moi, alors que je tirais la porte de la salle d'eau, ma manche encore humide après avoir frotté du vin sur un tissu militaire officiel. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas le silence de la maison, mais le mauvais type de silence. Le bord du lavabo en marbre était vide. Pendant une demi-seconde, mon cerveau a essayé de rejeter ce que mes yeux avaient déjà compris. L'endroit près du robinet, où j'avais posé le collier en titane, était complètement vide, à l'exception de 2 minuscules gouttes d'eau glissant vers l'évacuation. J'ai d'abord regardé le sol, puis derrière le porte-savon, puis j'ai automatiquement vérifié mes propres mains, me disant que la fatigue m'avait peut-être rendu stupide. Rien. Le collier avait disparu. Je me suis avancé lentement dans le couloir. Des voix s'échappaient à nouveau de la salle à manger. Des verres s'entrechoquaient. Quelqu'un a ri à l'une des histoires de Richard. La maison entière sentait encore le beurre à l'ail et le vin cher, mais maintenant, il y avait autre chose en dessous. La panique. Pas une panique émotionnelle. Une panique procédurale. Des années de conditionnement militaire se sont mises en marche immédiatement.
Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. Ma respiration n'a pas changé. Tout est simplement devenu très clair. Qui avait accès? Qui avait un mobile? Qui se déplaçait le plus vite quand l'argent entrait dans la pièce? Je suis retourné vers la salle à manger. Julien se tenait déjà près de l'entrée principale, enfilant son manteau en laine anthracite. Des mouvements rapides, une désinvolture forcée. Ses clés de voiture pendaient d'un doigt, tandis que Chloé rôdait à ses côtés, faisant semblant de ne pas me fixer. La voilà, a dit Julien précipitamment. Et, je dois filer en ville pour un truc de dernière minute avec des investisseurs. Je me suis arrêté à environ 2 mètres de lui. À 20h30, un samedi soir? Il a haussé les épaules. Le monde de la technologie ne dort jamais. Les casinos non plus, ai-je répondu. L'un des voisins a toussé dans sa serviette, essayant de ne pas rire. Julien a souri finement, jouant toujours la routine de la sœur militaire amère. Je l'ai ignoré, et j'ai regardé directement mon père. Mon collier a disparu. Richard n'a même pas levé les yeux, en continuant de couper son steak. Quoi? La chaîne en titane que je portais. Ma voix est restée neutre. Je l'ai laissée dans la salle d'eau, pendant que je nettoyais le vin sur mon uniforme. Elle a disparu, maintenant. Cela a finalement attiré son attention. Pas de l'inquiétude, de l'agacement. Richard s'est adossé à sa chaise, avec l'expression épuisée d'un homme accablé par l'incompétence des autres. Oh, doux Jésus! Chloé a immédiatement croisé les bras. Tu n'insinues pas que quelqu'un ici l'a volé, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. À toi de me le dire. Sa bouche s'est crispée. Julien a glissé un bras dans la manche de son manteau. Il est peut-être tombé quelque part. Non. Eh bien, alors peut-être que quelqu'un du personnel de restauration l'a pris. Nous n'avons pas engagé de personnel de restauration, ai-je dit. Un autre petit silence a frappé la table. Les voisins sont soudainement devenus très intéressés par leur purée de pommes de terre. Richard a soupiré assez fort pour que toute la pièce l'entende. Éléanore, c'est exactement de ça dont je parle avec toi. J'ai cligné des yeux une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu transformes chaque situation en une sorte d'opération militaire. Il a jeté sa serviette sur la table. C'est un morceau de métal. C'est important. Et voilà, tu recommences. Il a pointé sa fourchette vers moi. Avec toi, tout doit toujours avoir l'air classé secret défense. Julien a attrapé ses clés de voiture sur le comptoir. Je dois vraiment y aller. Je l'ai observé attentivement. Sa main gauche n'arrêtait pas de se crisper contre la poche de son manteau. Un mouvement minuscule. La plupart des gens le rateraient. Les interrogateurs militaires, non. Tu as l'air nerveux, ai-je dit. Il a ri, trop vite. Tu as l'air paranoïaque. Chloé est intervenue immédiatement. Oh mon Dieu, Éléanore. Tout le monde ne complote pas contre toi, juste parce que tu travailles pour le gouvernement. J'ai baissé les yeux vers la légère tache de vin, toujours visible près de mon col. Non, ai-je dit calmement. Généralement, les gens qui complotent contre moi sont plus intelligents que ça. La mâchoire de Julien s'est contractée pendant peut-être une demi-seconde, puis l'expression a disparu. C'était la spécialité de mon frère. Il avait passé 34 ans à survivre grâce à son charme et à son élan. Même quand il mentait, il croyait encore pouvoir échapper aux conséquences, s'il souriait assez fort. Richard s'est levé de table, ayant finalement l'air irrité, plutôt qu'ivre. Pouvons-nous ne pas gâcher un seul dîner, a-t-il lâché. Pour une fois, ma propriété a disparu de ta maison. Ton petit collier de l'armée bon marché a disparu, a-t-il corrigé. N'agissons pas comme si Fort Knox avait été forcé. Quelques invités ont bougé inconfortablement sur leurs chaises. Personne ne m'a défendu. Cette partie-là ne faisait plus mal. J'avais appris il y a des années que les gens riches confondent la politesse avec la moralité. Richard a croisé les bras. Si tu as perdu ton petit jouet de l'armée, achète-en un autre. Et voilà. La phrase qui a tout réglé. Pas à cause de l'insulte, mais à cause de la désinvolture avec laquelle il l'a prononcée. Comme si mon travail était un passe-temps. Comme si mon service était embarrassant. Comme si la seule chose significative dans la pièce, c'était le faux succès de Julien, et le bracelet en diamant de Chloé, financé par la dette.
Julien a vérifié sa montre, de manière théâtrale. Il faut sérieusement que j'y aille. Je me suis légèrement décalé sur le côté, bloquant la porte d'entrée sans le rendre trop évident. Quelle réunion d'investisseurs, ai-je demandé. Il a souri. Confidentiel. C'est nouveau pour toi. Richard a jeté les bras en l'air. Pour l'amour de Dieu, Éléanore, arrête de soumettre ton frère à un interrogatoire. Tu as posé une question, et il y a répondu. Non, ai-je répliqué. Il a joué une réponse. Julien a ri à nouveau, mais cette fois, le son était plus mince. Écoute, capitaine Complot, certains d'entre nous gagnent vraiment de l'argent le week-end. Je l'ai fixé pendant encore une seconde. Puis, je me suis éloigné de la porte. Conduis prudemment. Ses yeux se sont légèrement plissés, comme s'il essayait de comprendre pourquoi j'avais soudainement arrêté d'insister. C'est la chose amusante avec les coupables. Le silence les effraie plus que les accusations. Julien a ouvert la porte d'entrée assez vite, pour laisser l'air froid de la nuit balayer le hall. Chloé s'est précipitée à sa suite, parlant du service de voiturier en centre-ville, même s'il n'y avait plus de voiturier en centre-ville, car le restaurant avait fermé 8 mois plus tôt. Un autre mensonge. Minuscule, négligent, automatique. La porte d'entrée s'est fermée. 3 secondes plus tard, des phares ont balayé les fenêtres de la façade. Puis vint le son du moteur de sa Porsche, dévalant l'allée comme s'il était en retard pour fuir une scène de crime. Personne n'a parlé. Richard a repris son verre de vin, avec un secouement de tête dégoûté. Tu fais toujours ça, a-t-il marmonné. Faire quoi? Apporter de la tension dans une pièce. J'ai regardé à travers les fenêtres de la salle à manger, vers l'allée vide, où les feux arrière de Julien avaient déjà disparu derrière le portail. Et quelque chose en moi est devenu complètement froid. Pas en colère. Pas émotif. Certain. Parce que mon frère n'avait pas volé un bijou, il avait volé quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et si j'avais raison sur ce qu'il venait d'emporter hors de cette maison, la pire nuit de la vie de Julien avait déjà commencé. Le son de la Porsche de Julien s'est estompé au loin, tandis que j'attrapais mes clés sur la console de l'entrée, sans dire un mot de plus à quiconque à l'intérieur de la maison. Personne ne m'a arrêté. Mon père était déjà retourné servir du vin aux voisins, comme si toute la conversation n'avait été qu'un désagrément mineur entre les amuse-bouches et le dessert. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. L'air froid a frappé mon visage à la seconde où je suis sorti. Davison Ridge semblait calme et cher sous les lampadaires. Des pelouses parfaites, des allées en pierre parfaites, de fausses vies parfaites entassées dans des maisons surdimensionnées avec 6 salles de bain, et des mariages qui tenaient grâce aux abonnements de golf. J'ai descendu l'allée vers ma voiture. Pas un SUV de luxe. Pas une voiture de sport allemande. Juste une Honda Accord gris foncé de 2017, avec 67 000 km au compteur, et une bosse près du pare-choc arrière, causée par un type ivre à Norfolk, qui avait essayé de reculer trop vite d'un restaurant de fruits de mer en 2021. Julien se moquait constamment de cette voiture. Capitaine, tu sais qu'il paie les officiers avec du vrai argent, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pris la peine d'expliquer la différence entre la richesse et la stupidité financière. J'ai déverrouillé la berline, et je me suis glissé sur le siège du conducteur. Puis, j'ai fermé la porte, et j'ai laissé le silence s'installer. Pas de larmes. Pas de mains tremblantes. Pas d'effondrement émotionnel. Les gens pensent que l'entraînement militaire vous rend froid. Ce n'est pas vraiment vrai. Il vous apprend simplement que la panique fait perdre un temps que vous ne pourrez peut-être pas récupérer. J'ai tendu la main vers le siège passager, et j'ai rapproché ma sacoche d'ordinateur. L'appareil à l'intérieur avait l'air ennuyeux, à dessein. Une coque noire mate, pas de logo, aucune marque de fabricant visible. Le genre d'ordinateur portable que les comptables utilisent dans les aéroports. C'était intentionnel. Les systèmes dangereux n'ont jamais l'air dangereux. Je l'ai ouvert avec précaution. L'écran s'est allumé immédiatement. À travers mon pare-brise, je pouvais encore voir les fenêtres de la salle à manger de mon père, brillant d'un jaune chaud à travers les arbres. De minuscules silhouettes se déplaçaient, riant autour d'un gâteau de retraite, tandis que des crimes fédéraux se préparaient silencieusement, à moins de 50 mètres de là. J'ai tapé mon premier mot de passe, puis j'ai inséré une carte d'authentification biométrique, tirée de mon portefeuille. Deuxième mot de passe. Le système d'exploitation s'est chargé sur une interface de défense restreinte,
que la plupart des civils prendraient pour un écran de mise à jour logiciel. Ce que personne ne comprenait à l'intérieur de cette maison, c'est que ce collier n'était pas un bijou. La chaîne en titane elle-même ne valait rien. Du métal bon marché, techniquement parlant. Richard avait eu accidentellement raison sur une chose ce soir. La véritable valeur était cachée à l'intérieur du fermoir. Une clé d'accès cryptée de niveau 5, intégrée dans une capsule RFID de qualité militaire, et reliée à des systèmes d'autorisation logistique sécurisés. Portable, renforcé, impossible à dupliquer sans détruire le maillage de cryptage interne. Du moins, impossible pour des criminels intelligents. Julien n'était pas intelligent. Il était désespéré. Il y a une différence. J'ai cliqué sur l'interface de récupération. Le système a demandé la requête de l'actif. J'ai entré le code de contournement à 16 caractères, de mémoire. T7X44AQ19VK2P. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis, une carte de la ville s'est illuminée sur l'écran. Charlotte s'étalait sur l'écran, en grille lumineuse et en ligne de trafic. Des marqueurs bleus, des superpositions de sécurité, des balises de coordonnées cryptées. Et juste là, près du quartier des entrepôts du Sud, un point rouge clignotant. Actif. Traqué. En mouvement. Je l'ai fixé en silence. Julien n'était pas au centre-ville, et Julien ne rencontrait pas d'investisseurs. Julien était garé devant un entrepôt, sur Remington Street, près de l'ancien quartier du fret ferroviaire. Mon estomac s'est légèrement noué. Pas par peur, mais par reconnaissance. Car je savais exactement ce qui opérait à partir de ce quartier. 6 mois plus tôt, le cybercommandement de l'armée avait fait circuler une note de renseignement, concernant des courtiers en matériel clandestin, qui déplaçaient des processeurs volés et des composants de cryptage restreint, via des sociétés écrans dans les Carolines. La plupart des gens imaginent les marchands du marché noir comme les pirates informatiques des films, entourés de néons et de suites à capuche. Les vrais ont l'air ennuyeux. Des quais de chargement, des box de stockage, de la paperasse. Des hommes avec des SARL et des montres chères, qui prétendent vendre de l'électronique de récupération. J'ai zoomé davantage. Le point rouge est resté fixe, devant l'entrepôt 18B. Et soudainement, tout s'est imbriqué si proprement que cela m'a presque agacé. Julien avait dû sentir le poids anormal à l'intérieur du collier. Il avait probablement ouvert le fermoir par curiosité, à la seconde où il était monté dans la voiture. Puis, il avait trouvé la puce intégrée. Et parce que Julien mesurait la valeur humaine entièrement à travers l'argent, son cerveau était passé directement à la revente. Pas de sentimentalisme, pas de danger, juste le profit. Je me suis adossé lentement à mon siège. Le pire n'était pas qu'il m'ait volé. Honnêtement, j'aurais pu y survivre. Le pire, c'était de réaliser que mon propre frère avait vu du matériel militaire non identifié, et s'était dit, je peux monétiser ça. Cela nécessite un genre particulier d'arrogance, ou de désespoir financier. Probablement les deux. J'ai ouvert un autre dossier sécurisé, et j'ai affiché les rapports d'exposition financière liés à la start-up de Julien. La plupart des gens pensent que le renseignement militaire ressemble aux films d'espionnage. En réalité, ça ressemble surtout à de la comptabilité déprimante. Et c'était là. Des retards de paiement aux fournisseurs, des pré-relais d'urgence, 3 lignes de crédit d'entreprise plafonnées, des retards de paie dissimulés par des transferts via des sociétés écrans. Une poursuite judiciaire raisonnable, déposée il y a 9 jours par un sous-traitant en logiciel, exigeant 27 000 €. L'entreprise de Julien ne luttait pas, elle se mourait. Ce qui signifiait que ce soir n'était pas le fruit du hasard. Il n'avait pas volé le collier parce que Chloé voulait faire un drame. Il l'avait volé, parce qu'il avait besoin d'argent assez vite, pour échapper à la faillite. À l'extérieur, le vent faisait légèrement trembler les arbres. À l'intérieur de l'écran de l'ordinateur, le point rouge a de nouveau bougé. L'entrée de l'entrepôt. Puis immobile. Il rencontrait quelqu'un. J'ai zoomé encore plus. Un SUV noir était arrivé à ses côtés 12 secondes plus tôt, d'après les horodatages de capture de la circulation. Aucune plaque visible. Des professionnels. Ma mâchoire s'est légèrement contractée. Parce que cela cessait d'être de la stupidité familiale, à la seconde où des acheteurs extérieurs entraient dans l'équation. Ce n'était plus un petit vol. Ce n'était plus un idiot riche qui volait sa sœur pendant le dîner.
Julien est tenté actuellement de négocier du matériel militaire classifié via un réseau technologique clandestin, pour sauver son entreprise en faillite. Ce qui signifiait que mon frère venait de franchir une ligne que la plupart des civils ne voient même jamais. Vol fédéral, violation de la sécurité nationale, risque d'espionnage potentiel. De la trahison, si les procureurs se sentaient d'humeur agressive. J'ai jeté un dernier regard vers les fenêtres lumineuses de la salle à manger de mon père. Ils étaient probablement en train de manger du gâteau au fromage, à l'heure qu'il était. Richard était probablement encore en train de dire aux voisins à quel point il était fier de l'instinct des affaires de son fils. J'ai failli rire. Puis, le point rouge a de nouveau clignoté sur la carte. Constant, en attente. Et au fond de moi, sous tout l'entraînement, la discipline et le protocole, j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère, s'installer définitivement en moi. Julien pensait avoir volé un collier. Ce qu'il avait réellement volé, c'était la partie de mon monde où les conséquences arrivent d'abord discrètement, puis tout à la fois. Le point rouge clignotant sur l'écran de mon ordinateur se reflétait faiblement sur le pare-brise, jusqu'à ressembler presque exactement au voyant d'enregistrement rouge clignotant, situé à côté du téléphone satellite sécurisé, monté dans ma console centrale. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. Puis, j'ai décroché le combiné. La plupart des civils pensent que la police locale gère automatiquement tous les vols. C'est parce que la plupart des civils ne traitent jamais avec des infrastructures fédérales classifiées. À la seconde où Julien a ouvert ce collier, et a tenté de déplacer son contenu via un canal non autorisé, cette situation a quitté la juridiction des gens normaux pour de bon. J'ai entré ma séquence d'authentification manuellement. Code d'agence, identification de l'officier, phrase de cryptage rotative. La ligne a cliqué 2 fois, avant d'être acheminée via des systèmes de relais sécurisés, quelque part en dehors de la Virginie. Au moment où la connexion s'est stabilisée, il était 3h02, heure de l'Est. Je savais exactement qui allait répondre. Le général Marcus Thorne dormait moins que n'importe quel être humain que j'ai jamais rencontré. Cet homme traitait l'épuisement comme un défaut de personnalité. Le téléphone a sonné une fois. Thorne. Pas de salutation, pas de confusion. Juste cette voix profonde et contrôlée, qui donnait toujours l'impression que quelqu'un avait déjà été tenu pour responsable, avant même que la conversation ne commence. Je me suis redressé automatiquement sur mon siège. Monsieur. Capitaine Eleanor. Une courte pause, puis plus doucement, pourquoi appelez-vous sur cette ligne à 3h du matin, capitaine? J'ai regardé à nouveau le marqueur lumineux de l'entrepôt sur mon écran. Et juste là, quelque part sous toutes ces années d'histoire familiale, de souvenirs d'enfance et de dîners de fête, quelque chose s'est éteint proprement en moi. Pas émotionnellement, mais opérationnellement. Parce que si j'utilisais des mots comme frère ou famille maintenant, l'hésitation pourrait entrer dans le processus, et l'hésitation fait tuer des gens. Mes excuses pour l'heure, monsieur, ai-je dit d'une voix égale. J'ai un code rouge pour un actif compromis. Le silence. Pas un silence vide. De la pression. La cible est un civil non autorisé, qui tente de négocier du matériel classifié, via un intermédiaire technologique tiers. Une autre pause, le genre qui modifie physiquement l'air autour de vous. Le général Thorne n'a pas halté, n'a pas juré, et n'a pas demandé si j'en étais sûr. Les hommes à ce niveau arrêtent de réagir émotionnellement aux catastrophes, parce que les personnes trop émotives ne survivent pas assez longtemps pour atteindre un tel grade. Quel actif? Clé d'autorisation d'accès cryptée de niveau 5, intégrée dans un boîtier de transport en titane. Sa respiration a légèrement changé. C'était tout. Ce minuscule changement m'a dit exactement à quel point la situation venait de devenir sérieuse. Niveau de compromission, a-t-il demandé. Inconnu. La cible civile semble consciente que le matériel interne a de la valeur, mais manque très probablement de capacité de décryptage. Position. J'ai transmis les coordonnées directement depuis mon ordinateur. Entrepôt 18B, Reminton-Frecht District, Charlotte. Le général Thorne est redevenu silencieux, plus longtemps cette fois. En fond sonore, je pouvais entendre de légers mouvements de son côté. Une chaise qui glisse, probablement déjà en train de marcher vers une salle d'opération pendant que nous parlions. Enfin, il a prononcé une seule phrase, « Qui est le civil ?» J'ai observé le point rouge rester immobile près de l'entrée de l'entrepôt. Puis, j'ai répondu exactement comme l'exigeait le protocole. Homme de 34 ans, aucune habilitation militaire.
Entrepreneur civil en technologie, avec des indicateurs de détresse financière significatifs. Je n'ai pas dit frère, pas une seule fois. Parce qu'à l'instant où cela entrait dans les systèmes officiels, les relations personnelles cessaient d'avoir de l'importance. Le général le comprenait aussi. Vous pensez que le transfert est imminent, a-t-il demandé. Oui, monsieur. Probabilité élevée. Une expiration silencieuse a traversé la ligne. Puis vint la partie qui a fait se nouer mon estomac pour la première fois de la nuit. La cible a-t-elle déjà interagi avec des ressortissants étrangers auparavant? J'ai affiché la trace d'immatriculation du véhicule entrant, provenant des caméras de l'entrepôt. Société écran. Enregistrement au Delaware. Fausse documentation de transport. Structure de blanchiment classique. Oui, monsieur, ai-je dit indirectement. Via des canaux de courtage technologique. Pas encore d'affiliation confirmée avec les services de renseignement. Encore. Ce mot pesait lourd entre nous. Parce que si Julien transférait du matériel restreint aux mauvais acheteurs ce soir, les procureurs fédéraux arrêteraient de se soucier de savoir s'ils comprenaient ce qu'ils faisaient. L'intention importe moins, une fois que la trahison entre dans la conversation. À travers mon pare-brise, le quartier restait parfaitement paisible. Les arroseurs automatiques cliquetaient doucement sur la pelouse de quelqu'un, plus loin dans la rue. Un chien a aboyé une fois, au loin. Dans ma voiture, une machine entière se réveillait silencieusement. Le général Thorne a repris la parole. Des forces de l'ordre civil sont-elles impliquées? Non, monsieur. Bien. Phrase courte. Sens énorme. La police locale ne ferait que compliquer le confinement. Cette affaire avait déjà dépassé de loin le simple vol de propriété. J'ai frotté mon pouce une fois contre le bord du récepteur du téléphone, et pendant peut-être une demi-seconde, quelque chose d'humain s'est glissé à travers les fissures. Car je me suis soudainement souvenu de Julien m'apprenant à conduire, quand j'avais 16 ans. Je me suis souvenu de lui, me glissant des billets de concert en cachette, après que papa m'ait puni lors de ma dernière année de lycée. Je me suis souvenu de lui me portant à l'intérieur de la maison, après que je me sois endormi sur le siège arrière pendant un orage. La mémoire est moche, parfois. Elle apparaît pile au moment où vous avez le plus besoin de clarté. Puis, la voix du général Thorne a tranché nettement. Capitaine. Oui, monsieur. Êtes-vous émotionnellement compromise? Direct. Aucune douceur. C'est pour cela que je le respectais. J'ai répondu honnêtement. Non, monsieur. Un autre silence, pour évaluer, mesurer, puis comprendre. Un clavier a cliqueté quelque part de son côté. Des portes se sont ouvertes. Des voix se déplaçaient en arrière-plan. Maintenant, la machine était officiellement réveillée. Retirez-vous, capitaine, a déclaré le général Thorne. Son ton avait complètement changé. Froid. Absolu. La voix de l'autorité fédérale, après que les décisions ont déjà été prises. La police militaire et les agents fédéraux prendront le relais à partir d'ici. Je fixais le marqueur clignotant de l'entrepôt pendant qu'il continuait. Ne vous approchez pas de la cible. Ne tentez pas de récupération de manière indépendante. Maintenez vos distances, et attendez le contact. Oui, monsieur. Votre chaîne de commandement sera informée dans l'heure. Oui, monsieur. Puis vint la phrase finale, celle qui a rendu tout cela réel. Si le matériel a déjà changé de main, dit doucement Thorne, cela devient une opération de contre-espionnage. Plus une question de famille, plus une question de vol. Du contre-espionnage. J'ai fermé les yeux brièvement. Julien avait passé toute sa vie à croire que les conséquences étaient négociables, si on souriait avec assez d'assurance. Ce soir, il s'était accidentellement égaré dans le seul système en Amérique, qui ne négocie pas, bien compris, monsieur, ai-je dit. Le général a fait une dernière pause, puis, plus doucement, presque humain à nouveau, vous avez pris la bonne décision, capitaine. La ligne s'est déconnectée, juste comme ça. Pas de fin dramatique, pas de discours. Car le véritable pouvoir ne gaspille jamais de mots. J'ai reposé lentement le combiné sécurisé sur son socle. Puis, j'ai fermé l'ordinateur portable. À l'extérieur, le monde semblait toujours normal. À l'intérieur des systèmes fédéraux invisibles, cependant, les mandats étaient déjà en mouvement. Les notifications se diffusaient déjà.
Des véhicules étaient probablement déjà en train d'être déployés. Et quelque part à travers Charlotte, mon frère croyait toujours qu'il était sur le point de sauver son entreprise avec du matériel militaire volé. Il n'avait aucune idée que le gouvernement des États-Unis était déjà en route pour venir à sa rencontre. J'ai dormi pendant exactement 92 minutes. Pas parce que j'étais nerveuse, mais parce qu'une fois que les systèmes fédéraux s'activent autour d'un actif compromis, votre téléphone commence à vibrer toutes les 20 minutes, avec des mises à jour cryptées que personne d'autre au monde n'a le droit de voir. À 5h14, j'ai reçu la confirmation que les équipes de surveillance avaient un contact visuel sur l'entrepôt 18B. À 5h47, un autre message a confirmé une tentative de transaction impliquant des composants matériels cryptés. À 6h03, les mandats ont été approuvés par les canaux d'urgence. À 7h11, quelqu'un du contre-espionnage a signalé une implication possible d'un acheteur étranger. Celui-là m'a travaillé pendant un moment. Car il y a une différence entre un frère avide et un frère qui trébuche accidentellement dans l'espionnage international. L'un des deux laisse encore de la place à la compassion. L'autre, non. Le dimanche matin, à 9h26, j'étais assise à la table de la cuisine de mon père, buvant du café noir, tandis qu'une musique de piano classique flottait doucement par des haut-parleurs dissimulés, comme si la maison elle-même essayait de prétendre que rien de laid n'existait entre ses murs. La cuisine avait l'air ridicule. Des plateaux de fruits frais, des pâtisseries importées, et un stand d'omelettes géré par un traiteur local. Apparemment, un brunch de retraite nécessitait désormais un chef préparant des œufs sur mesure, à côté d'une cuisinière viking à 6 feux. Richard se tenait près des fenêtres, portant un pantalon de couleur crème, et l'expression satisfaite d'un homme qui pensait que la richesse le rendait automatiquement sage. Les voisins flottaient autour, tenant des mimosas. Chloé portait du lin blanc, et des lunettes de soleil trop grandes en intérieur, pour l'unique raison d'être Chloé. Et Julian. Julian était adossé à l'îlot en marbre de la cuisine, sirotant un espresso comme un homme qui croyait avoir vaincu l'univers lui-même. Je l'observais silencieusement, par-dessus le bord de ma tasse de café. La plupart des gens regardaient mon frère, et y voyaient de l'assurance. Moi, j'y voyais du contrôle des dégâts. Son sourire arrivait une demi-seconde trop tard, chaque fois que quelqu'un lui parlait. Sa main gauche n'arrêtait pas de se resserrer autour de la tasse d'espresso, entre chaque phrase. Un minuscule tremblement près du pouce. De l'adrénaline. De la privation de sommeil. La peur essayant de se cacher dans l'arrogance. Les équipes de surveillance fédérale le regardaient probablement encore à l'heure actuelle, depuis un endroit à l'extérieur du quartier. Ils n'en avaient aucune idée. C'était ça la partie la plus étrange. Même après avoir volé du matériel classifié, et essayé de le vendre par l'intermédiaire de courtiers criminels, Julian croyait toujours être l'homme le plus intelligent de la pièce. Mon père lui a donné une tape fière sur l'épaule. Annonce-leur la bonne nouvelle. Julian a souri modestement, comme s'il détestait l'attention, alors que l'attention était, au fond, son oxygène. Eh bien, a-t-il dit avec désinvolture, on dirait que l'entreprise est sauvée, après tout. Quelques invités se sont retournés immédiatement. Richard a souri de toutes ses dents. Mon fils a obtenu un nouveau financement, cette nuit. Papa, non, laisse-moi me vanter. Richard a soulevé son mimosa de manière théâtrale. C'est à ça que ressemble un véritable instinct pour les affaires. Il était là, à nouveau. Ce petit regard embillé vers moi. Celui qu'il avait perfectionné pendant 30 ans. Regarde ton frère. Regarde à quoi ressemble le succès. Regarde ce qui arrive quand on a de l'importance. Julian a pris une autre gorgée d'espresso. Un bailleur de fonds anonyme, a-t-il précisé. Un apport massif de capitaux. Massif comment, a demandé l'un des voisins. Julian a haussé les épaules avec précaution. Assez pour résoudre tous nos problèmes. Ça m'a presque fait rire à voix haute. Tous ces problèmes. Pendant ce temps, 3 agences fédérales étaient en train de constituer un dossier d'accusation contre lui, assez épais pour caler une porte. Chloé s'est glissée fièrement à ses côtés. Je lui avais dit que les investisseurs finiraient par venir, a-t-elle annoncé. Les gens reconnaissent la vision. Vision. Un mot intéressant pour une tentative de trafic fédéral. Richard a pointé sa flûte de champagne dans ma direction, sans même me regarder complètement. Tu pourrais apprendre 2 ou 3 choses de ton frère, Eleanor. J'ai pris une autre gorgée lente de café. Oh, lui,
Il sait comment construire quelque chose de précieux. La cuisine est devenue plus calme. Pas complètement silencieuse, juste assez. Tout le monde ressentait la tension, maintenant. Les gens riches font semblant de détester les drames, tout en organisant discrètement toute leur vie sociale autour de la proximité de ces derniers. J'ai posé ma tasse avec douceur. Dans quoi l'investisseur a-t-il mis son argent, exactement, ai-je demandé. Julien a répondu trop vite. De l'expansion logicielle. Quel genre? De l'intégration d'entreprises. Ça ne veut rien dire. Il a souri finement. Ça veut dire que tu ne comprendrais pas, 3 temps longs, puis le court. Je comprends les dettes, ai-je dit. Quelques personnes ont toussé dans leur verre, à nouveau. Richard a levé les yeux au ciel immédiatement. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Comme quoi? Combative. J'ai jeté un coup d'œil vers Julien. Ses doigts tremblaient plus fort maintenant. Pas assez pour que des civils le remarquent, mais assez pour moi. Des années passées avec des officiers du renseignement vous apprennent quelque chose d'utile, les personnes sous pression font toujours fuiter des informations par leurs mains en premier, surtout les menteurs. Je me suis légèrement adossé à ma chaise. Le capital est-il déjà arrivé sur le compte, Julien? La question a atterri différemment des autres. Son expression a changé avant qu'il ne puisse se rattraper. Une minuscule pause, un minuscule calcul. Puis, le sourire en coin est revenu. Les virements bancaires prennent du temps. Combien de temps? 24 heures, en général. Et voilà. La confirmation. Pas de virement effectué, pas de protection garantie, pas d'accord finalisé. Ce qui signifiait que les agents fédéraux avaient probablement laissé la tentative de transaction se poursuivre pendant la nuit, purement pour identifier toutes les personnes impliquées, avant d'intervenir. La procédure standard. Julien pensait encore qu'il négociait son avenir. En réalité, il était assis au milieu d'une collecte de preuves. Il a soulevé sa tasse d'espresso à nouveau, essayant de reprendre son élan. Tu sais comment fonctionnent les vraies affaires, n'est-ce pas? Les accords ne se concluent pas instantanément. J'ai observé le léger tremblement de la tasse en porcelaine. Puis, je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois de la matinée, et soudain, j'ai réalisé quelque chose de presque triste. Il pensait sincèrement qu'il avait encore des options. C'est ce que l'arrogance fait aux gens. Elle les convainc que les conséquences font encore partie d'un processus de négociation, bien après que la négociation est déjà terminée. J'ai posé ma tasse de café sur le plan de travail en marbre. Un clinque solide, assez sec pour fendre l'atmosphère de la pièce. Julien m'a regardé automatiquement. Donc, l'argent n'est pas encore sur ton compte, ai-je dit doucement. Sa mâchoire s'est contractée. Il sera compensé demain. J'ai hoché la tête une fois, puis je lui ai offert la première chose honnête que je lui avais dite depuis notre enfance, c'est regrettable. La pièce s'est figée. Richard a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je n'ai pas quitté Julien des yeux. Parce que tu n'as pas 24 heures. Et juste là, quelque part à l'extérieur, au-delà des fenêtres de la façade, des pneus lourds ont roulé lentement sur le gravier. Le son des pneus lourds roulant sur le gravier a englouti la cuisine entière, avant que quiconque ait eu le temps de répondre à ce que je venais de dire. Julien s'est tourné vers les fenêtres en premier, puis s'est figé. 3 SUV noirs se sont avancés dans l'allée circulaire, en formation parfaite, comme s'ils l'avaient répété des centaines de fois auparavant. Aucun marquage gouvernemental, pas de gyrophare. Juste des vitres teintées, des châssis lourds, et le genre de mouvement contrôlé qui modifie instantanément le niveau d'oxygène dans une pièce. Un SUV a bloqué le portail d'entrée. Un autre a scellé la sortie inférieure de l'allée. Le 3e s'est arrêté directement devant la maison. Personne n'a parlé. Les invités du brunch ont regardé par les fenêtres, tenant leur verre de champagne à mi-chemin de leur bouche, comme des mannequins attendant des instructions. Richard a froncé les sourcils sévèrement. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'extérieur, les portes se sont ouvertes presque simultanément. La police militaire est sortie la première. Gilet pare-balles, fusil tactique, casque de communication. Aucun mouvement inutile, nulle part. Ensuite, des agents fédéraux les ont suivis dans des vestes sombres, portant des mallettes rigides et des sacs de preuves scellés. Silencieux, rapide, et d'un calme terrifiant. Ce silence a toujours été ce qui déstabilise le plus les civils.
Les films enseignent aux gens que les opérations dangereuses impliquent des cris et du chaos. Les vrais professionnels ne parlent presque pas. Chloé a immédiatement attrapé le bras de Julien. Oh mon Dieu! Le visage de Julien s'est vidé de ses couleurs si vite que c'en était presque physique. Sa tasse d'espresso a légèrement glissé dans sa main. Du café a éclaboussé le sol en marbre, et a coulé près des pâtisseries intactes. Personne ne finirait de manger, maintenant. Richard s'est redressé instantanément, passant à son mode préféré, la figure d'autorité de la riche banlieue. C'est ridicule, a-t-il lâché. Il s'est précipité vers le hall, tandis que les invités s'écartaient maladroitement de son chemin. Je suis resté exactement où j'étais, ma tasse de café toujours près de ma main, mon pouls régulier. Parce qu'une fois que les équipes de récupération fédérale arrivent, il ne sert plus à rien de prétendre que les événements peuvent encore être contrôlés socialement. Richard a ouvert la porte d'entrée d'un coup sec, avec agressivité. Excusez-moi, a-t-il aboyé à travers la pelouse. C'est une propriété privée. Personne ne lui a répondu. Les agents ont continué à avancer. 2 ont sécurisé le périmètre près du portail de l'allée. Un autre s'est dirigé calmement vers la cour latérale. Un officier de la police militaire a parlé doucement dans le micro de son épaule, tout en scannant les fenêtres. Richard a bombé le torse plus fort. Je vous ai posé une question. Toujours rien. Regarder des hommes riches réaliser que leur statut ne signifie absolument rien pour des opérateurs fédéraux est toujours fascinant. Cela brise quelque chose de profond en eux. Richard s'est avancé un peu plus sur le porche. Je connais des juges dans ce comté, a-t-il annoncé bruyamment. Vous ne pouvez pas faire irruption sur ma propriété sans vous identifier. L'un des agents a fini par jeter un coup d'œil vers lui. Pas intimidé, pas en colère, juste légèrement dérangé. Veuillez vous écarter, monsieur. D'une manière ou d'une autre, cela a rendu Richard encore plus offensé. Avez-vous la moindre idée de chez qui vous êtes? Honnêtement, ça m'a presque fait sourire. Parce que les équipes de récupération fédérale savaient absolument chez qui elles étaient. C'était la seule et unique raison pour laquelle elles étaient là. Derrière moi, l'une des invitées a chuchoté, « Richard, appelle peut-être un avocat. » Une autre a discrètement ramassé son sac à main. Les gens commencent toujours à préparer la sortie, une fois que la réalité entre dans la pièce. Julien n'avait toujours pas bougé. Cela a attiré mon attention. La plupart des coupables commencent à trop parler une fois que la pression monte. Ils nient tout, avant même que les accusations n'arrivent. Julien, non. Il fixait simplement les véhicules par les fenêtres, comme si son cerveau n'arrivait toujours pas à traiter l'ampleur de ce à quoi il avait touché. Puis, la portière du dernier SUV s'est ouverte, et soudain, l'atmosphère a complètement changé. Même les agents ont changé d'attitude brusquement, posture plus droite, attention plus vive. Le général Marcus Thorne s'est avancé dans l'allée, portant son uniforme de service complet sous un pardessus sombre. Pas de précipitation dramatique, aucune émotion visible. Juste les mouvements contrôlés d'un homme totalement habitué à entrer dans les désastres créés par les autres. 58 ans, les cheveux argentés coupés à la perfection, des yeux calmes qui, d'une manière ou d'une autre, donnaient à tous ceux qui l'entouraient le sentiment d'être automatiquement coupables. J'avais vu des sénateurs plier sous moins de pression que celle générée par cet homme en entrant simplement dans une pièce. Richard a marché directement vers lui. Enfin quelqu'un d'assez important pour qu'il daigne le reconnaître. « Monsieur », a dit Richard d'un ton sec, « j'exige immédiatement une explication pour ce harcèlement. » Le général Thorne n'a pas ralenti. Il n'a pas accusé réception de la question, il ne l'a même pas regardé. Il a marché droit devant mon père, comme si Richard n'existait physiquement pas. Et je jure que cela a blessé Richard plus que n'importe quelle insulte. « Excusez-moi », a aboyé Richard, plus fort. « Je vous parle. » Toujours rien. Le général a monté les marches du porche avec calme, pendant que les agents continuaient de sécuriser le périmètre de la propriété. Chloé chuchotait frénétiquement à côté de Julien. Que se passe-t-il? Julien n'a pas répondu. Sa respiration avait changé, maintenant. Plus courte, irrégulière. La peur perçait enfin. Le général est entré dans le hall. Pendant une seconde, toute la maison est devenue mortellement silencieuse, à l'exception du doux sifflement de la machine à espresso, qui fonctionnait toujours près de la cuisinière. Puis, Marcus Thorne m'a regardé directement. Pas mon père, pas Julien. Moi.
Et il m'a adressé un seul signe de tête sec et professionnel. Actif sécurisé, capitaine. Ces mots ont frappé la pièce comme un accident de voiture. Tous les visages ont changé en même temps. Richard a cligné des yeux, lourdement. Capitaine ? L'une des invitées du brunch a lentement abaissé son verre de champagne. Chloé a regardé alternativement entre moi et le général, comme si son cerveau ne parvenait pas à organiser l'information assez vite. Mais Julian a compris immédiatement. C'est à cet instant qu'il a enfin réalisé que cette histoire n'avait jamais été un drame familial. Jamais une histoire de bijoux. Jamais un embarras social. Ses genoux ont vacillé légèrement, comme si son corps oubliait comment rester en équilibre. Le général Thorne a retiré une paire de gants en cuir noir avec précaution. Ensuite, il a regardé vers Julian, avec le professionnalisme froid d'un homme examinant des déchets dangereux. Julian est, a-t-il dit d'une voix égale. Personne n'avait élevé la voix, pas une seule fois. D'une certaine manière, cela rendait tout encore pire. Richard s'est avancé immédiatement. Attendez une putain de minute. 2 agents fédéraux se sont placés instantanément entre eux. Sans agressivité, avec efficacité. Monsieur, a dit calmement l'un des agents. Vous devez rester là où vous êtes. Richard les a fixés, incrédule. Vous ne pouvez pas être sérieux. Oh, nous sommes très sérieux, a répondu l'agent. Cette phrase a atterri avec assez de force pour réduire toute la cuisine au silence. Julian a enfin retrouvé sa voix. C'est de la folie, a-t-il dit faiblement. Je n'ai rien fait. Le général Thorne l'a observé pendant un long moment, puis s'est tourné à nouveau vers moi. Et juste là, debout dans la cuisine de luxe de mon père, entouré de millionnaires terrifiés et de pâtisseries à moitié mangées, j'ai vu la seconde exacte où ma famille a compris qu'elle avait complètement mal interprété ma vie. Parce que pendant toutes ces années où il pensait que j'étais la fille embarrassante, avec son horrible collier militaire, il n'avait jamais réalisé que j'appartenais à un monde assez puissant pour débarquer sans prévenir, et anéantir toute leur réalité avant même la fin du brunch. La cuisine entière est restée figée pendant environ 3 bonnes secondes, après que le général Thorne a prononcé mon grade à voix haute. Puis Julian a craqué le premier. Non, a-t-il dit soudainement. Pas fort. Pas théâtral. Juste un petit mot, venant d'un homme dont le cerveau venait enfin d'assimiler la réalité. Il a reculé de l'îlot central si vite que sa tasse d'espresso s'est complètement renversée. Le café noir s'est étalé sur le plan de travail en marbre, et a coulé sur le sol, à côté des pâtisseries intactes. Plus personne ne finirait de manger. Richard a regardé entre nous avec des yeux fous. Éléanore, a-t-il aboyé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne lui ai pas répondu, car l'opération avait déjà dépassé le stade des explications. La respiration de Julian est devenue saccadée. Des inspirations rapides, trop superficielles. Ses yeux se sont mis à balayer le hall, les fenêtres, le couloir du fond menant aux portes vitrées, cherchant des sorties. C'est le propre des gens riches qui passent leur vie entière à échapper aux conséquences. Au moment où les véritables conséquences arrivent enfin, ils pensent que le simple mouvement peut les sauver. Julian a fait un autre pas en arrière. C'est de la folie, a-t-il répété. Il y a un malentendu. Le général Thorne est resté parfaitement immobile. Non, a-t-il répondu calmement. Il n'y en a pas. La poitrine de Julian a commencé à se soulever plus fort. Chloé a attrapé son bras. Bébé, dis-leur juste ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il s'est dégagé d'un coup sec. Ne me touche pas, cela l'a choqué encore plus que l'agent fédéral qui se tenait à 3 mètres de là. Julian n'avait jamais cessé de jouer la comédie de l'assurance avec les gens, même pendant les disputes. Mais la peur décape la personnalité à grande vitesse. L'une des invitées a chuchoté « Oh mon Dieu !» Une autre avait déjà sorti son téléphone à moitié, avant qu'un agent fédéral ne parle sans même se retourner. Téléphones éteints. La femme a failli le faire tomber. Richard s'est dirigé droit vers moi maintenant, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Tu as amené ça dans ma maison. » Je l'ai regardé calmement. « Non, ai-je répondu. C'est Julian. » Cela a frappé plus fort que des cris. Richard a pointé agressivement le doigt vers le général Thorne. « Vous devez dire à votre patron que cette situation est hors de contrôle. » Mon patron. L'expression semblait presque amusante, en me tenant là, à côté d'un général 4 étoiles qui coordonnait une opération de confinement fédéral.
Richard, a dit le général Thorne, d'une voix égale. Mon père s'est immédiatement retourné. Enfin, une reconnaissance. De l'autorité. Quelqu'un avec qui il pensait pouvoir négocier. Oui, a craché Richard. Dieu merci. Maintenant, expliquez-moi pourquoi des hommes armés terrorisent ma famille, pour un stupide collier. Le général Thorne l'a regardé avec la même expression que les chirurgiens utilisent probablement avant d'informer les gens que les dommages sont irréversibles. Puis, Julian a bougé vite. Il s'est soudainement précipité vers le couloir du fond, menant aux portes-fenêtres. Chloé a hurlé instantanément, « Julian !» Il a à peine fait 3 pas. 2 agents fédéraux l'ont intercepté si rapidement que cela paraissait mécanique. L'un a attrapé son bras, tandis que l'autre le plaquait violemment contre le mur, le visage en premier, à côté de la cave à vin, assez fort pour faire trembler les verres en cristal à l'intérieur. Agents fédéraux, a aboyé l'un d'eux d'une voix sèche. Arrêtez de résister. Je n'ai rien fait, a crié Julian, mais la panique ruinait sa performance maintenant. Sa voix s'est brisée à la moitié de la phrase. Un agent lui a tordu les bras dans le dos, tandis que l'autre lui a passé de lourdes menottes en acier autour des poignets, avec un claque métallique et sec. Ce bruit a changé la pièce de façon permanente. Pas métaphoriquement. Réellement. Car les menottes ont un son différent dans la vraie vie que dans les films. Plus lourd, plus froid, plus définitif. Chloé a commencé à hurler de façon hystérique. « Oh mon Dieu, vous lui faites mal !» Richard s'est jeté en avant immédiatement. « Enlevez vos mains de mon fils !» 3 agents ont instantanément changé de position pour s'interposer entre eux. Pas violent. Pas émotif. Juste inébranlable. Julian a lutté une fois de plus, avant de réaliser que la résistance était inutile. Sa respiration s'est effondrée en halètements horribles et désespérés. Il hyperventilait, maintenant. La sueur couvrait le côté de son visage. Son pull de prix avait été à moitié arraché d'une épaule pendant l'intervention. L'image du garçon en or s'est finalement brisée pour de bon, laissant voir à tout le monde ce qui se cachait en dessous. La peur. Brute et pathétique. Richard m'a regardé avec une incrédulité totale. Eleanor, dis quelque chose. Je suis resté immobile. Tu sais que c'est ridicule. Pas de réponse. Pour l'amour de Dieu, dis à ton patron de le relâcher. Ce mot encore. Patron. Comme s'il s'agissait toujours d'un malentendu de bureau, soluble par des relations et des faveurs. Richard a pointé un doigt frénétique vers Julian. Il a pris un foutu collier. Et enfin, j'ai fait un pas en avant. La cuisine est redevenue mortellement silencieuse. Même Chloé s'est arrêtée de crier assez longtemps pour écouter. J'ai regardé directement mon père, et j'ai parlé de la voix la plus calme que j'avais utilisée de tout le week-end. Ce n'était pas un collier, Richard. Personne n'a bougé. Les agents fédéraux maintenaient Julian debout, tandis que sa respiration devenait rauque et irrégulière derrière eux. J'ai continué. C'était une clé d'accès cryptée de niveau 5, du département de la Défense. Les mots sont retombés lentement, parce que la moitié des personnes présentes dans la pièce ne comprenaient même pas encore ce qu'ils signifiaient. Richard a cligné des yeux, lourdement. Quoi? Julian n'a pas volé un bijou à sa sœur. J'ai regardé en direction de mon frère, maintenant. Il a tenté de vendre des biens classifiés du gouvernement à un courtier étranger. Une femme près de la salle à manger a littéralement haleté à voix haute. Richard m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une autre langue. C'est impossible. Non, a dit doucement le général Thorne. Malheureusement, ça ne l'est pas, Julian a soudain secoué la tête violemment. Je ne savais pas ce que c'était. L'un des agents a resserré légèrement sa prise. Ça ne va pas vous aider autant que vous le pensez, a murmuré l'agent. Je le jure devant Dieu, a dit Julian, désespéré, me regardant directement cette fois. Je ne savais pas. Et c'était là. Pas de remords pour m'avoir volé. Pas de culpabilité pour avoir trahi la famille. Juste la terreur face aux conséquences. Je l'ai observé pendant une longue seconde, puis j'ai réalisé quelque chose de triste. Il croyait vraiment que l'ignorance effaçait les dégâts. C'est ainsi que pensent les gens privilégiés. Ils supposent que l'intention compte plus que l'impact, car la plupart d'entre eux ne subissent jamais l'impact personnellement. Le général Thorne s'est approché,
et pour la première fois de la matinée, un véritable dégoût a traversé son visage. « Vous n'allez pas dans un commissariat local, mon garçon ?» a-t-il dit froidement. Julian a cessé de respirer pendant une demi-seconde. « Vous allez en détention fédérale. » Cela l'a brisé complètement. Ses genoux ont lâché si soudainement, que les agents ont dû le rattraper avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Un horrible bruit d'étouffement s'est échappé de sa gorge, tandis que les dernières miettes d'arrogance se vidaient de lui, juste là, à côté de la cave à vin importée de mon père. Plus aucune confiance, plus aucun charme, plus aucune fausse attitude d'entrepreneur. Juste un homme terrifié et menotté, réalisant que toute sa vie s'était effondrée, entre le dîner de samedi et le brunch du dimanche. Et autour de lui, tous les riches voisins, qui enviaient autrefois la famille parfaite de Richaret, se tenaient là, à contempler les ruines dans un silence absolu. Le cliquetis métallique des menottes de Julian a résonné dans la cuisine, alors que les agents fédéraux le remettaient sur pied. Ou du moins, essayaient. Ses jambes fonctionnaient à peine. Le même homme qui avait passé des années à se pavaner dans les country clubs, en parlant d'innovation de rupture, ressemblait maintenant à quelqu'un qui avait été percuté par un camion au ralenti. « Je t'en prie », a-t-il articulé péniblement. « S'il te plaît, Eleanor. » Je n'ai pas répondu. Deux agents l'ont guidé vers le hall, tandis qu'il trébuchait contre les meubles, assez fort pour faire tomber l'un des bols en céramique décorative de Chloé sur le sol. Il s'est brisé instantanément. Bizarrement, ce bruit a fait perdre totalement le contrôle à Chloé. Elle s'est effondrée à côté de l'îlot central, pleurant dans ses deux mains, le mascara coulant sur son visage, pendant qu'un de ses talons se tordait sous elle. « Ce n'est pas possible », a-t-il pleuré. Julian, dis quelque chose. Il a essayé. Rien d'utile n'en est sorti. La peur avait maintenant dépouillé tout le vernis. Pas de vocabulaire coûteux, pas de confiance de start-up, pas de charisme travaillé. Juste la panique, brute et laide. Un agent fédéral a fait une pause assez longue pour lui lire les chefs d'accusation officiels, tout en marchant. Possession illégale de matériel fédéral restreint. Tentative de transfert de biens gouvernementaux classifiés. Enquête de contre-espionnage en cours. Chaque mot frappait la maison, comme une nouvelle fissure se propageant dans du verre. Les invités du brunch se tenaient immobiles près de l'entrée de la salle à manger, faisant semblant de ne pas regarder, tout en regardant absolument. Plus personne ne touchait à la nourriture. Des mimosas étaient abandonnés sur les plans de travail. Le chef aux omelettes avait discrètement disparu 20 minutes plus tôt, sans rien dire à personne. Honnêtement, un homme intelligent. Richard n'avait toujours pas bougé complètement. C'est ce qui m'a le plus surprise. Mon père avait toujours quelque chose à dire. Les opinions étaient, au fond, son passe-temps favori. Mais maintenant, il se tenait simplement là, au milieu de sa cuisine de luxe, avec l'air de quelqu'un qui vient de réaliser que la gravité a été retirée de la pièce. Sa réputation s'effondrait en temps réel, et il le savait. Davison Ridge fonctionnait entièrement sur des commérages déguisés en inquiétude. D'ici ce soir, toutes les femmes des country clubs dans un rayon de 50 km sauraient que des agents fédéraux avaient fait irruption au brunch de retraite de Richaret, et avaient emmené son fils menotté, pour des accusations de sécurité nationale. Vous pouvez vous remettre d'une faillite, dans ces quartiers-là. Vous ne pouvez pas vous remettre d'une humiliation. Julian s'est tordu une dernière fois, pendant que les agents le dirigeaient vers la porte d'entrée. Papa. Richard a tressailli violemment au son de sa voix. Papa, fais quelque chose. Mais il ne restait plus rien à faire. C'est la partie terrifiante avec les systèmes plus puissants que l'argent. L'influence finit par ne plus fonctionner. Et mon père avait passé toute sa vie à supposer que l'influence était permanente. L'un des agents a ouvert la porte d'entrée. L'air froid du matin a balayé l'intérieur immédiatement. À l'extérieur, les SUV noirs attendaient toujours en travers de l'allée, comme des prédateurs patients. Julian a regardé vers moi une dernière fois. Plus en colère, maintenant. Désespéré. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté à nouveau. Je l'ai cru. C'était ça la tragédie. Il ne comprenait vraiment pas ce qu'il avait volé. Mais l'ignorance ne compte qu'avant le début des conséquences. Pas après. Les agents l'ont guidé vers le bas des marches du porche, tandis que les voisins d'en face dévisageaient ouvertement la scène à travers leurs fenêtres, en faisant semblant d'arroser leurs plantes et d'ajuster leurs rideaux. Chloé a commencé à pleurer plus fort. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Richard m'a enfin regardé,
à ce moment-là. Il m'a vraiment regardé. Pas comme la fille embarrassante. Pas comme l'enfant militaire difficile, qui gâche l'esthétique des dîners. Pour la première fois de ma vie, mon père m'a regardé, comme s'il n'avait sincèrement aucune idée de qui j'étais. Et sous cette confusion, se cachait quelque chose d'encore pire. Le besoin. Ses yeux ont supplié avant sa bouche. « Éléanore » a-t-il dit doucement. Je suis resté immobile. « Tu peux arranger ça. » Elle était là. L'insulte finale, cachée à l'intérieur de la requête. Car après 30 ans à se moquer de ma carrière, à rejeter mon service, et à traiter ma vie comme un échec de seconde zone, comparé au faux succès de Julian, mon père voulait soudainement accéder au pouvoir qui se cachait derrière. Pas au respect, à l'accès. « Je sais que tu peux arrêter ça », a-t-il ajouté rapidement. Parle à ton général. Explique-lui que toute cette histoire était un malentendu. Derrière lui, l'une des voisines a lentement reculé vers la salle à manger, comme si elle voulait s'échapper sans être remarquée. Richard a continué. Julian a fait une erreur. Oui, ai-je répondu calmement. C'est vrai. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Toi non plus. Cela l'a arrêté. La maison est redevenue silencieuse, à l'exception des pleurs étouffés de Chloé près de l'îlot central. J'ai regardé lentement autour de moi. Les plans de travail importés, la cave à vin sur mesure, les meubles de designer. Tout ce que mon père avait passé des décennies à collectionner, pour que les gens pensent qu'il avait de l'importance. Et maintenant, rien de tout cela ne pouvait le protéger des conséquences, qui se tenaient dans son allée. C'est drôle comme le statut se transforme rapidement en décoration. Richard s'est avancé prudemment, presque nerveux maintenant. Je te le demande en tant que père. Cette phrase aurait pu fonctionner des années auparavant. Avant les blagues, avant l'humiliation. Avant de le voir défendre Julian pour m'avoir volé, moins de 24 heures plus tôt, parce qu'il trouvait que l'objet autour de mon cou avait l'air bon marché. J'ai finalement marché vers le hall lentement. Pas en colère. Pas triomphante. Juste fini. Le général Thorne se tenait à l'extérieur, près du premier SUV, parlant doucement avec un autre officier fédéral, pendant que les agents chargeaient des conteneurs de preuves dans le véhicule arrière. Julian était déjà sécurisé à l'intérieur du deuxième SUV, la tête baissée. Disparu. Je me suis arrêté sur le pas de la porte, et je me suis retourné une dernière fois. Richard se tenait seul au centre de la cuisine, maintenant. Pas seulement physiquement seul, mais absolument seul sur le plan spirituel. Les invités gardaient déjà leur distance avec lui. Personne ne voulait être contaminé par le scandale. Et soudain, il paraissait plus vieux que 64 ans. Plus petit, aussi. Comme si toute l'arrogance qui le maintenait debout, s'était finalement effondrée sous son propre poids. J'ai étudié l'homme qui avait passé toute ma vie à essayer de me convaincre que j'avais moins de valeur, parce que mon succès ne paraissait pas assez élégant pour ses amis. Puis, j'ai parlé doucement. Tu m'as toujours dit que je ne comprenais pas la valeur des choses, papa. Son visage s'est crispé. J'ai jeté un regard vers l'allée, où Julian était assis, menotté à l'intérieur d'un véhicule fédéral. Mais tu viens d'échanger la liberté de ton fils, contre un vulgaire morceau de fer blanc. Les mots se sont installés dans la maison, plus lourds que des cris ne pourraient jamais l'être. Richard a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti, parce qu'au fond de lui, il savait que j'avais raison. S'il avait écouté, s'il s'en était soucié, s'il m'avait traité comme une fille au lieu d'un embarras social. Rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis sorti, avant qu'il ne puisse essayer de parler à nouveau. L'air froid a rempli mes poumons proprement. Le général Thorne a ouvert la portière arrière du SUV pour moi, avec un signe de tête sec et professionnel. Pas de discours. Pas de compassion. Juste du respect, le genre que ma propre famille n'avait jamais su me donner. Je me suis glissé sur le siège en cuir noir. Puis, la lourde portière s'est refermée derrière moi, avec un bruit sourd et définitif. Et pour la première fois de tout le week-end, peut-être la première fois depuis des années, je me suis senti totalement en paix. Non pas parce que mon frère avait été arrêté, ni parce que mon père avait été humilié, mais parce que j'avais enfin arrêté de me rabaisser pour des gens qui ne respectaient que les apparences. Les SUV ont roulé lentement dans l'allée, laissant derrière eux le manoir, le brunch, les commérages, l'arrogance, et les ruines qu'ils avaient construites avec. Et je n'ai jamais regardé en arrière.
L'autoroute à la sortie de Charlotte était presque vide, au moment où le convoi m'a ramené à Fort Liberty. Je me souviens être resté seul ensuite, dans le parking de mon bureau à 2h17 du matin, avec un gobelet en carton rempli de mauvais café de distributeur, qui refroidissait dans ma main. Et pour la première fois de tout le week-end, tout est enfin devenu silencieux. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Pas de tension logée dans mes épaules. Pas de préparation mentale pour la prochaine insulte. Pas de petits calculs épuisants sur la façon de maintenir la paix, auprès de personnes bien décidées à me comprendre de travers de toute façon. Juste le silence. La paix semble étrange, quand on grandit autour de personnes qui traitent le manque de respect comme une communication familiale normale. C'est quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard dans la vie. Beaucoup de personnes qui regardent cette histoire pensent probablement que le plus dur a été de voir des agents fédéraux traîner mon frère hors de la maison. Ce ne fut pas le cas. Le plus dur s'était produit des années avant cela. C'était de supporter des dîners où vos accomplissements devenaient des blagues, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idée du succès de quelqu'un d'autre. C'était d'apprendre que certaines familles ne vous célèbrent que lorsque votre vie améliore leur image. Et c'était de réaliser que, peu importe à quel point vous devenez discipliné, loyal, ou responsable, certaines personnes ont déjà décidé de votre rôle dans la famille, avant même que vous ne deveniez adulte. Il y a généralement un enfant en or dans des familles comme la mienne. Et puis il y a la personne dont on attend qu'elle absorbe le rejet en silence, pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Mon père ne m'a jamais assise pour me dire « tu as moins d'importance ». Les gens comme Richard ne parlent pas de manière aussi directe. Ils le communiquent par des comparaisons, par des humiliations, par une fierté sélective. Julien suscitait de l'admiration pour son haut potentiel. Moi, je recevais des critiques pour ma représentation. Cela fait quelque chose à une personne, après suffisamment d'années. Vous commencez à vous surexpliquer. Vous commencez à minimiser vos accomplissements, parce que les gens agissent de manière inconfortable à chaque fois que vous réussissez différemment de ce qui est attendu. Vous commencez à essayer de gagner le respect de personnes émotionnellement engagées à vous le refuser. Et honnêtement, c'est épuisant. Une chose que l'armée m'a apprise très tôt, c'est que le respect et l'approbation ne sont pas la même chose. L'approbation dépend des préférences. Le respect dépend du comportement. Quelqu'un peut détester votre personnalité, vos opinions politiques, votre carrière, votre style, ou votre sens de l'humour. Mais si vous faites constamment preuve de discipline, de confiance, d'honnêteté et de responsabilité, les personnes matures vous respecteront toujours. Les personnes immatures ne respectent que ce qui impressionne leurs amis. C'était là le véritable problème de mon père. Il se souciait davantage de l'apparence que du fond. Le quartier chic avait de l'importance. Les bons cercles sociaux avaient de l'importance. Le fils avec le jargon des startups avait de l'importance. Pendant ce temps, la fille servant dans le renseignement militaire le gênait, parce que ça n'avait pas l'air assez glamour lors des conversations autour d'un cocktail. Beaucoup de parents font cela, sans se rendre compte des dégâts. Ils entraînent accidentellement leurs enfants à croire que l'amour doit être gagné par la performance, au lieu de l'être par le caractère. Et ces enfants grandissent généralement pour devenir des adultes qui tolèrent de terribles traitements, car ils pensent que l'acceptation exige toujours l'effacement de soi. Si vous retenez quoi que ce soit de mon histoire, que ce soit ceci. Arrêtez de vous rétrécir, pour rendre les personnes peu sûres d'elles plus à l'aise. Sérieusement, arrêtez d'expliquer votre valeur à des proches qui ne vous reconnaissent que lorsque votre position, vos revenus ou votre influence leur deviennent utiles. Et arrêtez de courir après la validation émotionnelle de personnes qui profitent de vous maintenir dans le doute sur votre propre valeur. J'ai mis des années à apprendre ces leçons, parce que je confondais la patience avec la loyauté. Ce n'est pas la même chose. La patience est saine. La loyauté est honorable. Mais l'abandon de soi, déguisé en paix familiale, détruira lentement votre confiance au fil du temps. Et la partie effrayante, c'est que ça arrive silencieusement. Vous riez des insultes. Vous ignorez le favoritisme. Vous excusez le manque de respect, parce que c'est juste comme ça qu'ils sont. Puis un jour, vous réalisez que vous avez construit toute votre personnalité, autour du fait d'éviter les conflits avec des personnes qui n'ont jamais protégé vos sentiments en premier lieu. Cette prise de conscience vous change. Pour moi, le changement s'est opéré au moment où mon père a défendu Julien après le vol. Pas à cause du collier en lui-même, mais à cause de ce que cela a révélé. Richard ne se souciait pas du fait que quelque chose d'important pour moi avait disparu.
Il se souciait du fait que je perturbais l'atmosphère, en y réagissant. Certaines familles privilégient le confort à la vérité pendant si longtemps, que la notion de responsabilité elle-même commence à leur paraître offensante. Et finalement, la réalité vient réclamer sa dette. C'est ce qui est arrivé à mon frère. Pas du jour au lendemain. Au fil des années. Chaque excuse est devenue une nouvelle brique. Chaque sauvetage est devenu une permission. Chaque conséquence évitée est devenue un entraînement. Les gens pensent que l'arrogance apparaît soudainement. Généralement, elle est construite avec soin, par des environnements qui récompensent l'image tout en excusant le comportement. Julien n'est pas devenu imprudent parce qu'il avait du succès. Il est devenu imprudent, parce que personne d'important ne l'a jamais forcé à rester immobile face à l'échec, assez longtemps pour en tirer une leçon. Et mon père l'a aidé à construire cette version de lui-même, tout en se moquant de la version de moi qui avait appris la discipline à la place. C'est là toute l'ironie. L'enfant qu'il considérait comme faible a survécu à la pression. L'enfant qu'il considérait comme impressionnant s'est effondré, à la seconde où la pression est devenue réelle. Je ne dis pas cela avec satisfaction. Honnêtement, c'est la partie la plus triste de toute l'histoire. Parce qu'au fond de moi, je ne pense pas que mon père me détestait. Je pense qu'il a passé tellement d'années à vénérer les apparences, qu'il a sincèrement perdu la capacité de reconnaître la valeur d'une chose, à moins que d'autres personnes riches ne l'aient approuvé en premier. Cela arrive plus souvent que les gens ne l'admettent. Certains adultes ne dépassent jamais émotionnellement les systèmes de statut du lycée. De plus grandes maisons, des montres plus chères, des enfants plus impressionnants. Un emballage différent, la même insécurité. Mais voici la vérité que j'ai finalement apprise, assise dans ce parking, tenant un café affreux à 2 heures du matin. La dignité devient plus silencieuse en vieillissant. Vous cessez d'avoir besoin d'applaudissements. Vous cessez d'avoir besoin de discours de vengeance. Vous cessez d'essayer de convaincre des pièces remplies de gens qui ont décidé de vous comprendre de travers. Et vous finissez par réaliser que la paix commence au moment où vous arrêtez de passer des auditions pour obtenir le respect de personnes émotionnellement indisponibles. C'était là, la véritable fin de mon histoire. Pas l'arrestation. Pas les accusations fédérales. La paix, qui a suivi. J'ai beaucoup pensé à Julien, pendant les semaines qui ont suivi l'arrestation. Pas constamment. Pas de manière émotionnelle. Juste dans ces moments calmes, où votre cerveau commence à rejouer d'anciens souvenirs différemment, car maintenant vous comprenez enfin comment l'histoire s'est réellement terminée. Et la chose la plus étrange, c'est celle-ci, Julien n'est pas né comme une mauvaise personne. Je sais que cela déçoit probablement ceux qui cherchent des méchants simples, mais la vie ne fonctionne généralement pas comme ça. Quand nous étions enfants, mon frère pouvait être drôle à en mourir. Il a un jour convaincu tout un quartier que notre père avait acheté un pan, lors d'une crise de la quarantaine, juste parce qu'il s'ennuyait un après-midi d'été. Et les gens l'ont cru. C'était ça le don de Julien. Il savait comment faire en sorte que les gens se sentent bien autour de lui. Le problème, c'est qu'il a fini par apprendre que le charme pouvait remplacer la responsabilité, si on l'utilisait assez souvent. Et honnêtement, une grande partie de la société récompense ce comportement pendant très longtemps. Les personnes séduisantes obtiennent des secondes chances plus rapidement. Les personnes sûres d'elles obtiennent la confiance des autres plus rapidement. Les personnes qui parlent avec aisance reçoivent souvent des opportunités dont des personnes plus compétentes n'entendent même jamais parler. C'est la réalité, qu'on l'aime ou non. Julien l'avait compris très tôt. À chaque fois qu'il ratait une échéance, quelqu'un la prolongeait. À chaque fois qu'une de ses idées commerciales échouait, un autre investisseur lui donnait une autre chance, car il avait l'air convaincant en expliquant le désastre précédent. À chaque fois qu'il dépensait trop, quelqu'un l'aidait à s'en remettre, avant que les conséquences ne s'abattent totalement. Et mon père renforçait tout cela. C'est important, car le sentiment d'impunité grandit rarement seul. Il y a généralement quelqu'un pour l'arroser. Richard traitait Julien comme une future histoire à succès. Quoi qu'il arrive, l'échec devenait temporaire. Les dettes devenaient un risque entrepreneurial. L'imprudence devenait une vision. En comparaison, la responsabilité avait l'air ennuyeuse. C'est une autre chose dangereuse que fait la culture moderne. Nous romantisons le chaos, quand ce sont des personnes attirantes qui le créent. Surtout dans les affaires. Quelqu'un perd des millions en portant un sweat à capuche, et soudain, les gens l'appellent disruptif, au lieu d'irresponsable. Quelqu'un travaille silencieusement, paie ses factures à l'heure, construit des relations stables,
et reste discipliné pendant 20 ans. Personne ne fait de documentaire sur cette personne. Mais vous savez qui dort mieux la nuit? La personne ennuyeuse. À chaque fois. C'est une leçon que j'aimerais que plus de jeunes comprennent, avant que les réseaux sociaux ne les convainquent que leur vie est un échec, parce qu'elle a l'air normale. La normalité est sous-estimée. Les revenus fiables sont sous-estimés. Vivre en dessous de ses moyens est sous-estimé. Avoir de l'intégrité quand personne ne regarde est extrêmement sous-estimé. Julien a passé des années à construire l'apparence du succès, au lieu de la structure requise pour survivre à la pression. Cela finit toujours par vous rattraper. Toujours. Et voici la partie effrayante. La plupart des décisions catastrophiques ne semblent pas catastrophiques pendant que vous les prenez. Elles semblent temporaires. C'est comme ça que les gens se convainquent de franchir les limites de l'éthique. Je réparerai ça plus tard. J'ai juste besoin d'un coup de pouce. Ça ne fait de mal à personne, techniquement. Je suis plus intelligent que le système. Cette dernière phrase détruit les gens constamment. Surtout les gens intelligents, parce que l'intelligence sans la discipline devient arrogante étonnamment vite. Julien croyait sincèrement pouvoir contrôler des situations qui le dépassaient, car la majeure partie de sa vie l'avait entraîné à s'attendre à des échappatoires. Jusqu'à ce que, soudain, il n'y en ait plus. Je me souviens de quelque chose que le général Thorne a dit un jour, à une salle pleine d'officiers subalternes, lors d'un briefing sur la cybersécurité en 2021. Il a dit, la première mauvaise décision détruit rarement des carrières. La deuxième, généralement, oui. À l'époque, nous discutions de protocoles de réseau classifiés, mais honnêtement, cela s'applique à la vie en général. La plupart des gens ne se réveillent pas avec l'intention de devenir des criminels, des toxicomanes, des menteurs, ou des catastrophes. Ils normalisent d'abord de plus petits compromis. Puis, avec le temps, leurs limites morales deviennent assez flexibles, pour justifier presque n'importe quoi sous la pression. C'est ce qui est arrivé à Julien. Son entreprise a commencé à s'effondrer financièrement. Son style de vie est devenu impossible à maintenir. Les investisseurs ont cessé de croire à sa performance. Et au lieu de réduire son ego pour l'adapter à la réalité, il a essayé de forcer la réalité à s'adapter à son ego. Ce chemin ne se termine jamais bien. Je veux dire quelque chose directement à tous ceux qui regardent ceci, et qui ressentent une pression financière en ce moment. Ralentissez, avant que le désespoir ne commence à négocier avec votre éthique. Sérieusement, beaucoup de gens détruisent leur vie en essayant de préserver les apparences, pour des personnes qui pensent à peine à eux de toute façon. L'appartement hors de prix, la voiture de luxe, la fausse image en ligne, la pression de paraître performant 24 heures sur 24. Rien de tout cela n'a d'importance, une fois que votre intégrité s'effondre. Et une fois que la confiance disparaît, la reconstruire prend des années de plus que ne l'a jamais fait la création de richesses. Une chose que la vie militaire m'a apprise, c'est que la compétence ne signifie rien sans le caractère. Vous pouvez être brillant, et rester dangereux. Vous pouvez être ambitieux, et rester faible. Vous pouvez savoir exactement comment fonctionnent les systèmes, et détruire quand même votre propre vie, parce qu'émotionnellement, vous n'avez jamais appris la retenue. C'est pourquoi la discipline compte plus que la motivation. La motivation change tous les jours. La discipline survit aux mauvaises saisons. Julien avait de l'assurance. Mais l'assurance sans responsabilité se transforme un jour en un sentiment d'impunité. Et ce sentiment crée des personnes qui croient que les conséquences sont quelque chose qui n'arrive qu'aux autres familles. Jusqu'à ce qu'un matin, des agents fédéraux franchissent la porte d'entrée pendant le brunch. Honnêtement, la réalisation la plus triste pour moi ne fut pas que mon frère ait commis un crime fédéral. Ce fut de réaliser qu'il avait passé des années à devenir lentement quelqu'un qu'aucun d'entre nous ne connaissait plus vraiment, pendant que tout le monde autour de lui continuait de l'applaudir pour cela. Cela arrive aussi en dehors des situations criminelles. Les gens se cachent constamment derrière des performances. Parfois, le gars charismatique à la fête se noie sous les dettes. Parfois, le couple qui a l'air de réussir se déteste en secret. Parfois, la personne la plus bruyante de la pièce n'est qu'à une facture impayée de la panique. C'est pourquoi je dis désormais quelque chose de simple aux jeunes soldats, chaque fois qu'ils me posent des questions sur le succès. Construisez une vie qui reste stable, quand personne n'est impressionné. Parce que, fatalement, les applaudissements s'estompent. Et quand c'est le cas, vos habitudes, votre caractère et votre intégrité sont les seules choses qui restent pour porter votre poids.
La chose la plus étrange quand on coupe les ponts avec les personnes toxiques, c'est que le silence qui s'ensuit paraît suspect, au début. Pas paisible, suspect. Comme si votre système nerveux continuait d'attendre la prochaine insulte. Le prochain commentaire passif-agressif. Le prochain moment où quelqu'un vous rappellera que votre existence le met mal à l'aise, à moins que vous ne soyez utile. Ce sentiment m'a accompagné pendant un certain temps après tout ça. Quelques semaines après l'arrestation de Julian, je me suis surprise assise seule dans mon appartement, un jeudi soir, mangeant des sushis de supermarché au-dessus de l'évier, parce que j'étais trop fatigué pour trouver une assiette. Et sorti de nulle part, j'ai réalisé quelque chose. Personne ne m'avait critiqué depuis des jours. Pas de blagues sur mes vêtements, pas de commentaires sur ma carrière, pas de rappel subtil que je n'étais pas assez glamour. Pas de négociations émotionnelles. Juste le calme. Honnêtement, cela me semblait presque contre nature. C'est là que j'ai compris à quel point le dysfonctionnement s'était normalisé au sein de ma famille. Beaucoup de gens grandissent en croyant que la tension fait simplement partie de l'amour. Ils pensent que marcher sur des œufs, c'est faire preuve de maturité. Ils pensent que tolérer le manque de respect les rend loyaux. Ce n'est pas le cas. Cela les rend épuisés. Une leçon que j'aimerais qu'on enseigne à plus d'adultes est celle-ci, la paix et le silence ne sont pas la même chose. Certaines personnes vivent dans des foyers calmes, remplis de ressentiments, de critiques et de manipulations émotionnelles. D'autres personnes vivent seules dans de minuscules appartements, mangent de mauvais sushis, et se sentent plus en sécurité qu'elles ne l'ont jamais été entourées de leur famille. La sécurité émotionnelle compte plus que les apparences. Cette prise de conscience modifie votre regard sur les relations. Surtout les relations familiales. Parce que la société véhicule cette idée que les liens du sang méritent automatiquement un accès illimité à votre vie, peu importe la façon dont les gens vous traitent. Je n'y crois plus, aujourd'hui. La famille est importante. La loyauté est importante. Le pardon est parfois important, aussi. Mais le respect passe avant tout le reste. Toujours. Et si quelqu'un vous humilie, vous rejette, vous manipule constamment, ou traite votre valeur comme un sujet de débat, vous avez le droit de prendre vos distances. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Cela fait de vous quelqu'un de sain. Je sais que certaines personnes qui regardent ceci ont probablement grandi en entendant des choses comme « c'est juste comme ça qu'est ton père ». Elles ne le pensent pas vraiment. Maintiens la paix. Sois la personne la plus mature. Vous savez ce qui arrive généralement à la personne constamment forcée d'être la plus mature? Elle disparaît lentement. Morceau par morceau. Elle devient plus silencieuse, plus petite, plus prudente, s'excusant davantage d'occuper de l'espace. Et un jour, elle se réveille en réalisant qu'elle a construit sa personnalité autour du fait d'éviter les conflits avec des personnes émotionnellement immatures. Ce n'est pas la paix. C'est le mode survie, habillé avec de beaux vêtements. La véritable paix est différente. La véritable paix vous permet de respirer normalement. La véritable paix n'exige pas de performance. La véritable paix vous permet d'exister, sans calculer en permanence les réactions des autres. Je ne comprenais pas pleinement la notion de limite, avant que ma famille ne s'effondre publiquement. Avant ça, je pensais que les limites étaient des ultimatums dramatiques, que les gens publiaient en ligne, à côté de citations inspirantes. Il s'avère que les limites sont beaucoup plus simples que ça. Les limites sont un mode d'emploi. C'est tout. Elles apprennent aux gens comment ils ont le droit de vous traiter, s'ils veulent un accès continu à votre vie. Et la partie importante est celle-ci, les personnes saines s'ajustent lorsque des limites apparaissent. Les personnes manipulatrices se mettent en colère, car les limites leur retirent le contrôle. Cette distinction est cruciale. Après l'arrestation de Julian, quelques membres de ma famille élargie m'ont contacté, pour me demander pourquoi j'étais allé si loin. Cette question m'a fasciné. Personne ne s'est demandé pourquoi voler du matériel militaire classifié, et tenter de le vendre, allait trop loin. Personne ne s'est demandé pourquoi se moquer de quelqu'un à plusieurs reprises sur sa carrière, allait trop loin. Personne ne s'est demandé pourquoi le manque de respect était devenu la norme pendant des années. Mais à la seconde où les conséquences sont arrivées, soudainement, tout le monde est devenu profondément préoccupé par l'unité familiale. Cela arrive constamment dans les systèmes toxiques. Les gens tolèrent les mauvais comportements pour toujours, jusqu'à ce que la notion de responsabilité les embarrasse publiquement. Ensuite, la responsabilité devient le problème, au lieu du comportement qui l'a causé. J'ai arrêté de participer à ce genre de pensée.
Ma vie est devenue meilleure après. Plus claire, aussi. Et honnêtement, le calme est sous-estimé. Vous n'avez pas besoin d'un chaos constant pour prouver que votre vie a un sens. Vous n'avez pas besoin que tout soit luxueux. Vous n'avez pas besoin d'impressionner des gens qui aiment secrètement vous regarder vous sentir peu sûr de vous. La plupart des gens seraient plus heureux avec des finances stables, quelques amis dignes de confiance, un sommeil décent, des relations honnêtes, et assez de respect de soi pour quitter les pièces où ils sont constamment rabaissés. Ce n'est pas une vie ennuyeuse. C'est une vie paisible. Je pense beaucoup à la dignité, désormais. Pas à la fierté, pas à l'ego. La dignité. Il y a une différence. La fierté a besoin de témoins. La dignité survit en privé. La fierté hurle. La dignité reste calme. La fierté essaie de gagner chaque dispute. La dignité comprend que certaines personnes sont engagées à vous comprendre de travers, car cela protège l'histoire qu'elles se racontent sur leur propre vie. Et on finit par arrêter de se battre pour l'approbation de ces personnes. Ce fut là, la véritable victoire de mon histoire. Pas de voir Julien se faire arrêter. Pas de voir mon père perdre son statut social. Honnêtement, rien de tout cela ne m'a apporté le bonheur. Du soulagement, peut-être, de la clarté, certainement, mais pas le bonheur. Ce qui a réellement changé ma vie, c'est de réaliser que je n'avais plus besoin de leur permission pour croire que j'avais de la valeur. C'est ça la liberté. La vraie liberté. Et si vous avez écouté toute cette histoire, je veux que vous vous souveniez de quelque chose la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire vous sentir petit parce que vous êtes différent. Plus silencieux, moins tape à accent grave l'œil, ou plus difficile à catégoriser. Une vie paisible, construite sur l'intégrité, survivra toujours à une vie de représentation, construite sur les apparences. Toujours. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Pas pour les drames. Pour les histoires qui rappellent aux gens que leur dignité a encore de l'importance, dans un monde obsédé par les apparences. Et si vous avez un jour dû choisir entre maintenir la paix, et protéger votre respect de vous-même, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'en lis bien plus que vous ne le pensez.